Avant de permettre à nos abonnés et nos lecteurs de vous questionner sur des sujets de leur choix et sans filtre, des sujets assez directs d'après les questions qu'on a reçues à la rédaction, je vais quand même vous présenter Michel Néret. Vous avez tout juste 60 ans. Merci. Vous obtenez une maîtrise de droit donc en 1978. Après, vous devenez donc commissaire de l'antenne lyonnaise de la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention de Lyon. Vous y restez un certain nombre d'années. Combien de temps à peu près ? J'y reste 21 ans. 21 ans. Ce qui est un record absolu de longévité dans un poste de commissaire, tout service confondu. Et donc ensuite, je suis allé à Nice, directeur de la police judiciaire de Nice. Donc là, je passe commissaire divisionnaire. Et en 2007, je suis revenu à Lyon comme directeur adjoint. Entre-temps, vous êtes décoré de la Légion d'honneur. C'est quand même pas mal. Ouais, en 2004. Vous faites un reportage en septembre 2011 pour le magazine Zone Interdite d'M6. Et voilà, vous passez, on parle beaucoup de vous d'ailleurs dans la police. C'est-à-dire que le reportage était axé sur le banditisme à Lyon et à Grenoble, donc ce phénomène de banditisme, forcément, m'impliquait comme acteur important, quoi. Et justement, quelques jours après cette intervention à la télé, c'est un peu la douche froide, parce que vous êtes placé en garde à vue fin septembre 2011. Par l'IGS, la police des polices, pour des soupçons de corruption dans une affaire stupéfiante. Après ça continue, début octobre, vous êtes mis en examen pour corruption, trafic d'influence, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, détournement de biens, violation de secret professionnel. Oui. Voilà, à peu près. Avant d'être écroué à la prison de la Santé à Paris. C'est ça. Vous y restez 8 mois. Vous êtes dans l'attente d'un nouveau procès, sans doute, pour début 2018, c'est ça ? Je pense que je serai certainement jugé en appel en début 2018, ce qui fera 7 ans après mon arrestation. Donc c'est un appel que je ne m'explique pas vraiment, et que même tous les professionnels du monde policier et du monde judiciaire ne s'expliquent pas véritablement non plus. Écoutez, si demain la justice estime que je dois retourner en prison, je retournerai en prison. Je maîtrise rien là. Est-ce que vous avez franchi cette fameuse ligne rouge ou pas ? Je dis pas que la fin justifie les moyens, mais moi j'essayais toujours de trouver un équilibre entre le ratio intérêt-entorse. C'est-à-dire, quelle est l'entorse qu'on peut autoriser à une personne par rapport à l'intérêt qu'elle rapporte. Voilà. Et c'est ce qu'on m'a reproché, c'est de faire moi-même l'appréciation de ce ratio-là, quoi. Alors que je m'érigeais un peu en juge de ce ratio, mais si vous voulez, la relation entre le policier et l'informateur, c'est une relation humaine. Je pensais être en maîtrise, parce que ça fait 35 ans que je travaille de cette manière-là, que j'avais des relations avec des informateurs, des relations un petit peu interlopes. C'est un informateur, il est d'autant plus précieux qu'il est en contact des malfaiteurs de haut niveau. Dans les années 2010, on a eu affaire à des équipes de braqueurs extrêmement dures et dangereuses qui nous tapaient des bijouteries en plein centre-ville en utilisant les kalachnikovs. Ces équipes-là, on avait beaucoup de difficultés, à les identifier, deux, à nous neutraliser. Et on les a neutralisés parce qu'on a eu deux informateurs qui nous ont donné, à un moment donné, deux box sur lesquels on a construit pendant des semaines et des semaines des surveillances qui nous ont permis d'identifier l'équipe et puis de les interpeller le jour même et l'heure même après qu'ils aient frappé à la fois une bijouterie dans le centre-ville et un bureau de change dans le centre-ville. Et lorsque vous fréquentez même un voyou pendant des jours et des semaines et des mois et des années, il y a autre chose qu'une relation entre policier et informateur qui se noue. Il y a une relation, un affect. Et cet affect-là, c'est difficile à le faire admettre. Bien sûr que je me rendais compte qu'à un moment donné, on pouvait me reprocher un certain nombre de choses, mais j'étais tellement dans ma certitude. Quels sont les signes qui permettent aux policiers de se rendre compte que peut-être on s'approche un peu de la ligne ou qu'on l'a dépassée ? Rétrospectivement, lorsqu'on m'a interrogé sur un certain nombre de cadeaux que j'ai eus, rétrospectivement, je me suis dit, ouais, quelle connerie j'ai faite. Mais sur le coup, vous voyez pas cette chose-là comme la manifestation d'une sorte de pacte de corruption qui vous lie entre l'informateur et le policier. Un policier qui a un contact avec un informateur, c'est un policier qui est pervers dans sa manière de travailler. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, personne, pas plus la hiérarchie que la direction, ne demande à un fonctionnaire de police de se créer des informateurs. Mais on a voulu faire un exemple vous concernant, c'est ça que vous voulez dire ? J'ai fait des erreurs. Donc là, ces erreurs, elles ont été mises en évidence parce que j'étais sur écoute téléphonique et que donc ils avaient un certain nombre d'éléments de preuve à faire valoir pour me faire tomber. Et donc me faisant tomber, ils ont voulu mettre vraiment l'accent et faire un exemple sur les pratiques ou les méthodes
de gestion avec les informateurs. Une affaire comme la mienne, elle a inhibé 90% des personnes. J'ai encore beaucoup de contacts dans la police lyonnaise, j'ai encore beaucoup de contacts avec mes anciens collègues de la brigade anti-gang qui continuent à avoir des contacts avec des informateurs. Mais c'est à leur risque et péril, et ils en sont bien conscients. Mais au moment des faits, lorsque vous êtes dans votre démarche intellectuelle, dans votre démarche policière, lorsque vous êtes le nez dans le guidon, vous voyez pas les choses avec la même ou sérénité ou lucidité. Vous voulez mettre quand même les choses au clair sur ce point-là. Les primes d'informateurs, elles ne sont pas payées avec de l'argent public. Les primes d'informateurs sont payées par un service central qui est alimenté par la MILT. La MILT, c'est la mission interministérielle de lutte contre la drogue. Et la MILT, elle est financée comment? Elle est financée avec l'argent qui est saisi chaque année par les services de police et de gendarmerie dans les affaires de stupéfiants. Concrètement, ce sont les trafiquants de stupéfiants qui ont été arrêtés qui servent à financer la lutte contre le trafic de stupéfiants. Donc c'est de l'argent, un peu de la drogue, qui est remis dans le circuit et qui nous permet d'alimenter la chaîne du renseignement, qui nous permet de faire d'autres affaires. J'ai quand même ma situation judiciaire qui n'est pas réglée. J'ai un procès en appel. Demain, le procès en appel, s'il confirme la peine en première instance, ce qui est vraisemblable, j'aurai 30 mois d'emprisonnement à faire. Encore une fois, je dis je ne les ferai pas parce que je suis en deçà de la ligne des 2 ans. Mais j'aurais quand même une peine aménagée. Et une peine aménagée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'aurais un bracelet électronique. Je ne veux pas critiquer la sévérité du traitement judiciaire, parce que la sévérité, quand j'étais policier, je la réclamais, cette sévérité de l'institution judiciaire. Ce que je mets en avant, et ce que je critique, c'est le différentiel de traitement. Et la famille dans tout ça? Ça a été un tsunami, évidemment, un tsunami qui a déstabilisé complètement ma femme, ma fille, évidemment. Ma fille à 22 ans, imaginez-la en train de visiter son papa à la maison d'arrêt de la santé. Voilà, c'est quelque chose de traumatisant et je sais très bien le mal que j'ai fait à ma famille. Qu'est-ce qui vous a incité à passer le concours de commissaire de police? Une vie pas banale, peut-être, parce que c'est ça, en fait. Une vie atypique, et puis effectivement, un peu comme Olivier Marchal, on baigne dans l'ambiance des vieux films policiers. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la police judiciaire, c'était la chasse à l'homme, quoi. Moi, j'ai toujours voulu travailler sur le terrain. Donc c'est pour ça que j'ai épousé très tôt une unité qui était la brigade anti-gang, qui est une des rares unités en France qui permet à un commissaire de police d'être sur le terrain. C'est les voyous qui faisaient mon emploi du temps, quoi. Je travaillais sur ces jours-là. On avait des choses totalement différentes, on bougeait beaucoup, on allait sur les 4 coins de la France en filature, on était des meutes de policiers lancés aux trousses des grands délinquants. Je voulais savoir justement par rapport à votre détention, est-ce que vous aviez un traitement particulier de la part du personnel pénitentiaire? Est-ce que aussi vous sortiez en promenade? Comment un peu vous avez vécu ça? Déjà, lorsque je suis arrivé à la maison d'arrêt de la santé, l'information de mon incarcération avait été rendue publique par la presse, et je peux vous dire que lorsque j'ai rejoint ma cellule, toute la maison d'arrêt de la santé m'a accueilli avec des vociférations et des cris, ça c'est clair et net. Donc après les conditions indignes, ouais, franchement la maison d'arrêt de la santé mettait des conditions indignes de détention à ses détenus.